Un chiffre, la politique de la ville entre 2010 et 2023, c'est 117 milliards d'euros, selon la Fondation IFRAP. Ensuite, un bilan. Prenons celui de la métropole bordelaise, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. L'écart de revenus médian par unité de consommation entre les QPV et le reste de la métropole s'est accru entre 2014 et 2023. 40% des foyers sont désormais sous le seuil de pauvreté contre 37% en 2013. La part des travailleurs précaires atteint 24% contre 21% en 2010. La part d'étrangers est de 22,5% contre 7,9% sur le reste du territoire métropolitain. Et un autre chiffre, de plus en plus d'habitants vivent dans ces quartiers, alors que le premier enjeu de la politique de la ville devrait en réalité être de casser ces territoires qui sont devenus des véritables poches de pauvreté pour pouvoir apporter plus de mixité dans nos villes. Cette ghettoisation, on le sait tous, c'est une faillite sociale, économique et morale. Sur le contrat de ville, plus précisément de la métropole bordelaise, on va commencer par les quelques critiques que nous avons à émettre, puisque c'est évidemment le plus désagréable. Première critique, ce contrat fait état d'un manque d'équipements sportifs, alors que ce sont les territoires qui ont le plus d'équipements sportifs actuellement aujourd'hui. Deuxième critique, on nous propose ici de renforcer l'offre culturelle, mais celle qui est faite actuellement est selon nous complètement en décalage avec les attentes et les enjeux que sont aujourd'hui une assimilation réussie et la naissance d'un amour sincère pour la France. Il suffit de voir d'ailleurs la délibération suivante pour avoir un aperçu de l'offre culturelle qui est offerte à Lormont. Elle est principalement structurée autour de sujets comme la théorie du genre, la défense des droits LGBTQIA+, ou la mise en valeur de la culture et de la langue d'origine. On pourra renforcer tant qu'on voudra cette offre culturelle, mais cela ne changera rien à la situation, car ce sont les fondements mêmes de cette offre culturelle qu'il faut changer. L'enjeu de la sécurité, ensuite, ça je pense que c'est certainement le pire, qui selon nous n'est pas du tout pris sous le bon angle. Deux phrases m'ont particulièrement choquée dans ce contrat. La première, les QPV connaissent un profil plus féminin, plus isolé et plus pauvre, qui la rend plus sensible au sentiment d'insécurité. Et ensuite, il existe un décalage entre la perception des habitants et la réalité des chiffres de l'insécurité. Nous pensons qu'il faut vraiment être en décalage avec le terrain et avec les forces de sécurité pour écrire ça dans un contrat. Deuxième point, je cite, mettre en place une action de prévention et de médiation des rivalités interquartiers et travailler dans une approche préventive, informative et d'écoute active, pas d'approche de type contrôle moral. On tombe un peu de notre chaise quand on lit ça. L'urgence, ce n'est pas la médiation, aujourd'hui c'est la répression. Vous connaissez très bien les moyens financiers et l'énergie humaine que les pouvoirs publics mobilisent pour ces quartiers. Et quel est le retour? Les émeutes urbaines, par exemple, que l'on a pu voir en 2023, avec un manque d'empathie et de respect pour le matériel des autres, pour les forces de l'ordre et pour les forces de secours. Et en réalité, pour tout ce qui n'est pas soi. C'est un peu ce qu'on a ressenti durant ces émeutes. Je pense qu'il y a un véritable travail de longue haleine à mener pour changer cette psychologie qui s'est insinuée chez la plupart des jeunes de ces quartiers, mais il ne faut pas le réaliser avec naïveté. Troisième point, je cite encore, soutenir les actions favorisant le rétablissement du dialogue entre la police et des jeunes dans l'enseignement secondaire. Là aussi, on ne peut pas cautionner ça. Vous savez tout autant que nous que les forces de l'ordre se plaignent déjà d'un manque d'effectifs et d'une surmobilisation sur les tâches administratives qui les empêchent d'aller sur le terrain. On ne va pas mobiliser des agents pour venir établir un dialogue avec des jeunes. Il ne faut pas établir un dialogue, mais il faut que ces jeunes respectent les forces de l'ordre. Et ce n'est pas à la police d'aller convaincre du bien fondé de ses missions. Il faut mettre fin à la culture de l'excuse qui a montré ses limites. Quatrième point, la mise en place de bandes rugueuses, mais là aussi ça ne suffira pas à mettre fin au rodéo urbain. Il faut autoriser les policiers qui connaissent leur travail et qui savent le faire avec sérieux à aller au contact des délinquants. Il faut aussi tripler les peines encourues, car les rodéos font vivre un véritable calvaire aux habitants. Cinquième point sur la sécurité, une absence que l'on aurait aimé voir figurer dans ce contrat, puisque l'État en est parti, puisqu'il s'agit de la politique de la ville, l'expulsion des délinquants étrangers qui vivent dans un logement social. Il n'est pas normal que ces derniers profitent de cette aide, qui n'est pas un dû, qui est bien une aide, alors que plus de 2,4 millions de Français sont en attente d'un logement social. Dernier point sur la sécurité, une théorie qui est développée par la gauche depuis plusieurs années, l'urbanisme aurait été fait au détriment de certaines catégories de population, dont les femmes. Vous proposez donc de favoriser les aménagements urbains afin de permettre aux femmes de s'approprier l'espace. Pardon, mais si les femmes n'ont pas leur place dans l'espace public, nous pensons que c'est directement lié à l'immigration massive et non assimilée présente dans ces quartiers qui, souvent, ne considèrent pas la femme à l'égal de l'homme. Pas tout le temps, mais souvent. Et enfin, une autre vieille rengaine, c'est écrit mot pour mot, les violences quotidiennes affaiblissent les valeurs de la République dans certaines parties du territoire national, suscitant des attitudes de repli communautaire, familial et encore générationnel. Par les violences quotidiennes, on entend, c'est décrit avant, le racisme et les discriminations. Moi, je crois qu'une discrimination à plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année, je pense que beaucoup de Français aimeraient vivre cette discrimination. Maintenant, passons au positif, parce qu'il y a évidemment des points qui figurent dans ce contrat de ville qui nous semblent satisfaisants. Favoriser l'accès à la culture, on l'a dit oui,
mais à la culture, selon nous, du beau, du vrai et du bien qui élève et dans laquelle la France est mise à l'honneur, parce que c'est important et c'est comme ça qu'on aidera les gens, les primo-arrivants, à aimer notre pays. Ensuite, travailler sur la propreté, ça c'est évidemment, c'est essentiel à la qualité de vie. Les enjeux de santé aussi, qui sont particulièrement importants, avec un chiffre qui nous a particulièrement interpellés et particulièrement touchés, la prévalence du diabète et de l'asthme, qui sont 7 à 6 points plus importants que dans le reste de la population, ça c'est un véritable sujet d'avenir, un sujet sur lequel nous devons travailler. Travailler sur l'urbanisme également. 76% des habitants des QPV déclarent avoir souffert de la chaleur en 2022. Le modèle d'urbanisme des quartiers est totalement dépassé. Et pourtant, on veut y revenir avec le construire la ville sur la ville, qui sera poussé dans les années qui viennent avec le zéro artificialisation net. C'est un virage, selon nous, qu'il faut prendre, un virage à 180 degrés, qu'il faut prendre en la matière. Évidemment, il faut renforcer l'isolation des logements sociaux, c'est dit dans ce contrat, et la résorption des passoires thermiques. Mais il faut aussi interpeller les organismes HLM sur un fonctionnement qu'ils mettent en place parfois dans certains immeubles et qui n'est pas satisfaisant. Nous avons plusieurs témoignages de locataires qui ont en hiver dans leur appartement des températures de 25-26 degrés qu'ils ne peuvent pas contrôler puisque c'est un chauffage généralisé. Certains vivent, voire même dorment avec la fenêtre ouverte pour ne pas avoir trop chaud. C'est une déperdition énergétique qui est énorme. Il faut travailler sur ce point. Et enfin, l'accès à la santé, au bien vieillir, l'inclusion numérique. Tous ces sujets, oui, effectivement, sur lesquels il faut travailler, mais ce sont des problématiques qui se rencontrent aussi dans la ruralité. Et j'en viens ainsi à mon dernier point. La politique de la ville et son coût énorme a fait naître un sentiment d'injustice pour les Français vivant dans les zones rurales. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ces quartiers ont une politique publique exclusivement tournée vers eux, alors que ce n'est pas le cas pour la ruralité. En résumé, c'est un peu comme pour l'Union européenne. Ça ne fonctionne pas, donc on va en faire plus. C'est ce que vous nous proposez là avec la politique de la ville. Ça n'a pas fonctionné, c'est même un échec total. On le voit avec les chiffres, on le voit avec le sentiment d'insécurité qui se développe, avec la paupérisation. Donc on va persister dans nos erreurs. Nous ne vous suivrons pas dans cet échec qui laisse sur le côté de nombreux Français qui vivent à la fois dans et en dehors de ces quartiers prioritaires.